d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est l'heure de votre grand angle, un grand angle consacré à la situation au Niger. Le Niger, bien entendu, au cœur de l'actualité ces derniers jours, entre le putsch armé, l'évacuation de nombreux Européens du pays ou encore les pressions de la CEDEAO, une actualité qui soulève beaucoup d'interrogations sur la situation dans le pays, mais également au Sahel, au sens large. Pour en parler avec nous, Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain spécialiste de l'Afrique. Merci d'être avec nous. Je voulais qu'on revienne tout d'abord avec vous sur l'actualité du jour. Ces manifestations à Niamey aujourd'hui pour le jour de l'indépendance, on craignait des débordements, finalement ça s'est relativement bien passé. Alors, à l'évidence, il y a deux facteurs qui peuvent éclairer ce calme apparent. D'abord, la solennité de la date symbolique du 3 août, donc 63e anniversaire de l'indépendance formelle du Niger. Et puis ensuite, je le crois, la volonté du pouvoir de fait, des putschistes, de maîtriser précisément les foules. On se souvient que l'assaut, par exemple, sur l'ambassade de France, avait donné une image un peu tumultueuse, voire anarchique de ce mouvement. Là, il était clair qu'on a par exemple choisi de bloquer les accès aux principales chancelleries occidentales pour justement éviter tout risque de friction, même symbolique. Et je pense que c'est ça qui explique que les rassemblements du jour, qu'il s'agisse de la manifestation de ce matin, et puis en ce moment même, sauf erreur de ma part, un grand rassemblement au stade Seyni Kouché, eh bien, il n'y a pas eu, en tout cas à ce stade, de débordement. Les manifestants, on l'a vu dans un sujet en première partie, ils en ont profité quand même pour passer quelques messages quand même aux putschistes, notamment sur le plan économique. Oui, alors, si vous voulez, il ne faut pas oublier ce que sont les réalités du Niger d'aujourd'hui. Vous prenez le fameux classement de l'indice de développement humain qui combine plusieurs données, et pas seulement le PIB, mais aussi des facteurs santé, éducation, etc. Le Niger végète à la 189e place sur 191. On sait bien que la moitié de la population du Niger, 26 millions aujourd'hui, mais sans doute près de 50 millions en 2050 ou 60, eh bien, vit sous le seuil de pauvreté, et que le Niger est extrêmement dépendant de l'aide internationale. Donc il est clair qu'une partie de la population attendra du nouvel exécutif, s'il perdure dans ses fonctions, non seulement une amélioration sur le registre sécuritaire, ce qui reste à démontrer, mais aussi évidemment un soin particulier sur le quotidien. Et vous le disiez, on ne sait pas s'il va rester ce régime, c'est putschiste, puisque la CEDEAO elle a fixé à dimanche la date limite à un retour du président du Niger, Mohamed Bazoum, au sein du palais présidentiel. Pour l'instant, on n'en prend pas vraiment le chemin. Alors, les procédures sont en route. Mais vous savez, l'intervention armée, c'est un peu la bombe atomique. C'est-à-dire que vous brandissez la menace pour ne pas avoir à vous en servir. Simplement, le problème, c'est que là, la CEDEAO joue sa crédibilité. Car elle a souvent dans le passé brandi son sabre de bois sans passer à l'acte. Alors, des sanctions, certes, mais au fond, pourquoi le traitement n'a pas été infligé à deux autres pays voisins du Sahel central, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso? Et vous avez une explication assez claire là-dessus. Celui qui a pris les rênes de la CEDEAO en qualité de président d'exercice, c'est-à-dire le Nigérian Bola Tinubu, il avait dit en juin que son mandat serait celui de la fin des putschs militaires. Donc, si vous voulez, là, il est un peu astreint aux travaux pratiques plus vite qu'il l'aurait espéré. Donc vous avez une réunion des chefs d'état-major des pays de la CEDEAO qui va durer jusqu'à demain vendredi, puis ensuite effectivement cet ultimatum qui peut-être sera prolongé mais qui expire. Et il y a une vraie crise de confiance au sein de la CEDEAO. Songez quand même que sur 15 pays qui constituent cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vous en avez 4 qui ont vécu des coups d'État militaires depuis 2020, le Mali plutôt 2 fois qu'une, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée-Conakry. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que tous les pays ne vont pas suivre la CEDEAO sur le terrain, on en reparlera juste après. Je voulais qu'on parle de la junte justement, qui cherche à avoir des alliés un petit peu partout. Hier, le numéro 2 de la junte nigériane s'est justement rendu à Bamako. Objectif, renforcer ses relations avec la junte malienne. Regardez ce sujet signé Florent Pepseg et on en reparle juste après. L'image est un message adressé aux auteurs du coup d'État au Niger. Une réunion des chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'ordre du jour, rien de moins que l'étude d'une intervention armée sur Niamey. L'instabilité politique au Niger est une source grave de préoccupation pour nous tous. Elle menace notre vision commune d'une Afrique de l'Ouest pacifique, sûre et prospère. Si nous ne nous opposons pas à ce genre de situation en Afrique de l'Ouest, nous serons la risée de l'Afrique et du monde.
Niamey cible de nombreuses sanctions économiques et énergétiques en provenance des Européens, de la Banque mondiale et du voisin nigérian, est visé par un ultimatum. Les putschistes ont jusqu'à dimanche pour rendre le pouvoir au président nigérien sous peine d'un recours à la force. La réponse des intéressés n'a pas tardé. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent. Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger et rejetons la prétention chez les uns et les autres de punir pour l'exemple le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le peuple nigérien. Les militaires au pouvoir au Niger affirment par ailleurs qu'il n'y a aucune raison objective pour que les ressortissants étrangers quittent Niamey. La capitale qui sera dans les heures à venir le théâtre d'une nouvelle médiation menée cette fois par cet homme, Abdul Salami Aboubakar. L'artisan de la transition démocratique au Nigeria s'est empressé de signaler que cette démarche de la CEDEAO n'était pas encore celle de la dernière chance. Vincent, il pourrait y avoir une alliance des juntes de différents pays. Tout se passe comme si se forgeait sous nos yeux une sorte d'amicale des putschistes sahéliens. Mais leurs liens sont anciens, ils sont bien antérieurs à cet épisode nigérien, puisque le numéro 2, comme vous le disiez à juste titre, qui peut-être sera le numéro 1 demain, qui s'appelle le général Salifou Moudi, ancien chef d'état-major, qui avait été écarté de ses fonctions voilà peu, et on lui avait proposé l'ambassade aux Émirats Arabes Unis, il ne s'est jamais rendu dans son nouveau poste. C'est aussi l'homme des contacts avec les frères d'armes maliens burkinabés, en l'occurrence Assimi Goïta pour le Mali, Ibrahim Traoré pour le Faso. Mais c'est aussi quelqu'un qui, par exemple, avait, Africa Intelligence le révélé ce matin, rencontré secrètement le ministre de la Défense du Mali, de la junte, donc Sadio Camara, qui est par ailleurs l'artisan le plus zélé de l'entrée de Wagner dans son pays, il y a plusieurs mois. Plus officiellement, avec l'aval du président élu et déchu à ce stade, Mohamed Bazoum, en mars, il s'était rendu à Bamako pour essayer un peu de entreprendre un rabibouchage, car on sait que les relations entre les deux capitales, sous Mohamed Bazoum en tout cas, étaient exécrables. Donc oui, il y a à l'évidence des thématiques qui sont communes, mais je fais remarquer quand même qu'il y a, à mon sens, à tort ou à raison en tout cas, une différence de nature. Au Mali, au Burkina Faso, c'est le soulèvement de trentenaires, de quadragénaires, qui notamment sont très populaires parmi les petits soldats qu'on envoie au casse-pipe avec des tromblons. Bon, là non, là vous avez des généraux installés, c'est extraordinaire. Abderrahmane Tiani, c'est d'abord son aventure personnelle, ce putsch, c'est quand même quelqu'un qui était à la tête depuis 2011 de la garde présidentielle et qui est un corps parfaitement choyé par le prédécesseur de Mohamed Bazoum, Mahamadou Issoufou, lequel avait beaucoup insisté pour qu'il soit maintenu dans ses fonctions, alors que Bazoum éprouvait quelques réticences à son égard. Vincent, personne n'a intérêt que cette zone de l'Afrique parte dans une guerre entre différents pays, entre différentes factions. On peut y échapper encore à cette conséquence militaire. Il le faut pour une raison assez simple, c'est que vous avez des gens dont on ne parle pas, ou peu, ce sont les djihadistes, les stratèges du djihad global qui se frottent les mains aujourd'hui. Parce qu'il va de soi que tout cela contribue. Ils vont en profiter Évidemment, puisque quand vous avez des pouvoirs fragilisés, quand vous avez une performance sécuritaire, contrairement à ce que promettent ces putschistes, n'est pas meilleure et parfois même plus médiocre que celle des dispositifs antérieurs et des partenariats internationaux, eh bien, ça roule tout seul. Et le grand projet extension du domaine de la lutte, dirait Houellebecq, le grand projet de contagion vers les pays côtiers, il ne peut évidemment que faire son miel de circonstances comme celle-là. La France, elle a encore des bases militaires actuellement au Niger. Quelle va être la position de la France par rapport à tout ça? Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va partir? Quel est son intérêt? Écoutez, soyons clairs là-dessus. Si ce régime putschiste se maintient, donc au-delà de l'échéance de dimanche, je vois mal comment le contingent français pourrait rester. Vous avez aujourd'hui une emprise principale qui est la base aérienne de Niamey. Il y a également une petite emprise plus proche de la zone des trois frontières, Wallam, mais je pense qu'il en va de même d'ailleurs pour les militaires américains, 1100 dans la zone d'Agadez. Je ne vois pas, par rapport, encore une fois, à ce qu'est l'exigence très ardente
de la base populaire de ce type de putsch, hein, la France dehors. Je ne vois pas très bien comment la France pourrait rester. Et puis, quel serait l'intérêt opérationnel s'il s'agit de rester reclus dans ces casernes? Selon vous, le problème de la présence française au Niger, c'est peut-être l'absence de résultats dans la lutte contre le terrorisme dans la région? C'est une des pistes? La mécanique qui peut expliquer la popularité indéniable de ces aventures putschistes, ça part d'un domaine très simple. Incompréhension vis-à-vis de l'incapacité de la 5e ou 6e armée du monde à éradiquer le djihadisme en dépit de sa suprématie technologique. Puis vous glissez très vite de l'incompréhension à la suspicion et de la suspicion au complotisme, d'autant plus que tout ça est amplifié par la toxicité des réseaux sociaux et par des acteurs politiques, extérieurs ou intérieurs, qui ont fait de cette hostilité à la France une rente de situation pour eux. Vincent Lejeune, en guise de conclusion, est-ce qu'on est là, selon vous, dans la deuxième étape de l'indépendance pour le Niger? Vous savez, c'est une thématique qui fait florès depuis des décennies dans l'intelligence africaine, c'est qu'au fond, les indépendances des années 60, ça s'appelle l'indépendance formelle. Et que ce que devrait conquérir l'Afrique aujourd'hui, c'est la seconde indépendance ou l'indépendance authentique. C'est-à-dire qu'elle se débarrasserait de tous les liens postcoloniaux. Et je pense que l'un des échecs de la France, c'est de n'avoir pas réussi à solder ces arriérés coloniaux et d'avoir accrédité l'idée qu'il y avait une sorte de calcul de maintien d'une forme de dépendance économique ou politique avec les anciennes possessions coloniales. Un dernier mot. Sur les prochains jours à venir, quel regard vous portez sur les échéances d'ici la fin de la semaine Qu'est-ce qui va être très important là maintenant à surveiller? Alors, ce qui va être très important évidemment, c'est qu'adviendra-t-il d'ici dimanche? Alors je vais prendre le risque de faire un pari. Je ne pense pas que la junte va se ranger aux objurgations et aux injonctions de la CEDEAO, mais je n'exclus pas que des contacts continuent via par exemple des médiateurs et que par exemple cet ultimatum soit différé.